Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 431e rencontre Vlil et ce soir on reçoit donc à nouveau Adèle Fugère pour Mimi en bois aux éditions Bûcher-Chastel qui est sorti vendredi dernier et qui n'est pas en effet Marie-Hélène Lafont, même si on pourrait le penser, qui n'est pas Marie-Hélène Lafont en couverture, non. Il y a des livres, bonsoir déjà Adèle. Bonsoir, bonsoir. Alors, il y a des livres qui entrent comme on pousse la porte d'une maison connue et qui pourtant ont changé quelque chose dans la disposition des meubles. Mimi en bois ouvre une fenêtre sur un mercredi où la grand-mère cesse d'être la cadence des tartes aux pommes et des marionnettes. Paul a 13 ans, il invente des contournements pour ne pas sombrer, il ouate sa douleur en s'accrochant au grand-père qui reste. Ce roman tient sa nervure dans ce bruissement-là, l'absence devenue présence. L'écriture n'est pas une démonstration, elle est une tactique de survie. Adèle Fugère construit un espace où le deuil s'apprend, comme on apprend à respirer sous l'eau. Sa langue sait retenir et lâcher, ou faire du silence, une mesure. Les phrases convoquent l'enfance sans la triompher, elle la regarde en face, là où l'humour, ce petit éclat, protège et dénonce. Le livre s'inscrit dans un geste continu. Après le premier roman qui donnait la parole aux enfants, ce second roman creuse la voix de l'adolescent. Il y a du merveilleux délicat et du réel qui pince. On croit entendre une respiration de théâtre, une voix qui se doute des faux semblants. Lire ce livre, c'est s'asseoir à la table d'une cuisine vide et attendre que quelqu'un raconte comment il a recousu son cœur. Les personnages ne sont pas des figures, mais des inventions de chair, des gestes répétés pour tenir debout. Le grand-père devient l'enjeu d'une fidélité fragile et blessée. Mimi, de l'autre côté, même absente, travaille le roman comme un aimant de mémoire. Le narrateur n'est pas un témoin neutre. Paul pense, bafouille, triche, ment pour protéger, et la voix est à la fois précise et en retrait. Elle indique sans tout expliquer. Ce que le roman énonce mieux que tout discours, c'est la manière dont le langage tente de recoudre une perte. Adèle Fugère sait faire de ces petites opérations chirurgicales sur le quotidien, couper, recoudre, poser un pansement de mots. Il y a dans ces pages une épaisseur intime et une pudeur politique, l'enfance prise au sérieux contre le bruit du monde. L'écriture nous force à regarder les gestes minuscules, un plateau, une tarte, une main qui se retire, car à 13 ans, on croit toujours que l'on peut réparer. Ce roman interroge qui répare et comment. Ne cherchez pas ici un manifeste, cherchez une attention minutieuse, une tendresse qui n'efface pas la douleur. Les blancs du texte valent autant que ces phrases, ils travaillent sous la phrase comme les fondations d'une maison. L'œuvre se tient à la fois dans la tendresse et dans l'exigence, car aimer ce livre, c'est aussi accepter de se laisser déplacer. Alors nous sommes invités ce soir à suivre Polo, qui invente des rituels pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Bonsoir Adèle Fugère. Oh bah dis donc, rebonsoir, c'était très beau. C'est Merci. même mieux que le livre. Non, non, c'est pas mieux que le livre. C'est pas mieux que le livre puisque tout est en subtilité dans ce roman-là. Et après, on vous avait déjà reçu une première fois pour J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort. Et déjà Mmh. pour ce premier roman, tout était saisissant par son originalité, par son côté extrêmement doux amer, par sa fragilité, sa tendresse. Là aussi, on retrouve votre patte d'autrice. Vous êtes peut-être la seule à écrire comme ça, à écrire dans ce moule-là. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement ce soir. J'aimerais que vous nous racontiez l'aventure entre les deux romans. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux romans-là? Comment vous avez voulu vous réinventer en tant qu'autrice peut-être, ou au contraire creuser un sillon sur l'enfance qui vous sied à merveille. Ce qui s'est passé entre j'ai 8 ans et ah bah déjà bonsoir à tous. Ce qui s'est passé entre j'ai 8 ans et Mimi en bois, c'est que j'ai écrit un manuscrit qui a été refusé par Bûcher-Chastel, et qui ne sortira certainement jamais. Hem, heu, Parce qu'après j'ai 8 ans, le travers d'un auteur souvent, c'est de vouloir un peu casser la dynamique du premier roman, notamment dans l'écriture. Et j'ai un peu péché par vitesse et j'ai voulu écrire différemment. Et Pascale Gauthier, ma formidable éditrice chez Bûcher-Chastel, m'a refusé ce manuscrit. Euh,
elle m'a dit, tu es hors du sillon que tu étais en train de tracer. Ce sillon, justement, ce que vous disiez, qui est très juste sur les premières fois, quoi, sur l'enfance, sur les débuts, sur les fragilités des débuts. Et donc, quand elle m'a refusé ce deuxième manuscrit, j'ai basculé. En fait, dans J'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, j'avais déjà travaillé le lien entre le petit enfant et le papy, entre Rosalie et son papy. Ils avaient déjà une relation quand même très particulière, très proche. Et je trouvais que je ne l'avais pas assez travaillé. Et donc, j'ai voulu, en fait, euh, retravailler ce lien-là, non pas avec une enfant de 8 ans, mais plutôt vers un adolescent de 13 ans. L'âge est important, on pourra peut-être en reparler, parce que le 13 ans, on est quand même dans un âge pas encore tout à fait dégrossi, on est au début des trucs, on a les hormones qui sont en ébullition, on pousse de partout, enfin voilà. On est dans un espèce de truc qui est plus grand que nous, en fait. Et il s'avère aussi que j'ai perdu ma grand-mère maternelle et que j'ai pas réagi comme j'aurais souhaité réagir, comme je pensais réagir à sa mort, parce qu'elle est décédée très vieille, à plus de 90 ans, et que je m'étais plus ou moins fait à l'idée qu'elle allait partir. Et que comment dire, je, je m'étais dit, bon, ben, c'est la suite logique des choses. La mort fait partie de la vie, elle va partir, ça va être triste, mais ça va être doux. Du tout été douce avec ça. J'ai très mal réagi en fait à sa mort. Et au lieu de parler de moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre ce que j'ai ressenti, je vais le mettre dans un gamin de 13 ans. Voilà. Et voilà le chemin entre j'ai 8 ans et le début de l'écriture de Mimi en bois, en fait. Quand vous dites que vous aviez mal réagi, ça veut dire que vous aviez fait Mm. une sorte de mur des émotions. Il y avait, vous étiez préparé à la voir partir et donc vous n'avez pas réellement vécu un accompagnement au quotidien, c'est ça? Ou pas forcément? En fait, elle est décédée. Alors, oui, en fait, ma grand-mère s'appelait Mimi, d'où Mimi en bois. Donc, elle s'appelait Marie, mais elle ne répondait pas au prénom de Marie, elle répondait qu'au prénom de Mimi. Alors, c'est pas un livre sur ma grand-mère, hein, je vous rassure. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma sœur m'a annoncé qu'elle était décédée, j'ai réagi de deux façons. La première, c'est que dans ma tête, l'espace physique que prenait ma grand-mère s'est complètement effacé. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça vous arrive, mais mais ma grand-mère, par exemple, quand elle était vivante, je ne la voyais pas tous les jours, mais dans mon esprit, elle occupait une place physique. D'où le fait d'ailleurs que dans le livre, le physique, le corps, la marionnette est quand même très, très détaillé, très expliqué. Elle occupait un espace. Et quand ma sœur m'a annoncé qu'elle était décédée, euh, cet espace est devenu complètement vide d'un seul coup, comme ça. Et puis, je lui en ai voulu, en fait, à ma grand-mère de partir, même si je m'étais vraiment préparée. Elle est partie en plus de chez elle, elle est partie doucement, donc il n'y a pas du tout. Et en fait, je lui en ai voulu parce que j'ai eu l'impression qu'elle avait pris mon enfance avec elle et qu'elle ne m'avait pas demandé. Et donc, j'ai pas été douce avec son départ. Je lui en ai voulu, quoi. Ça va mieux aujourd'hui, je vous rassure, puis je l'adorais, hein, donc, mais, Comme Polo. et donc, Comme Polo. exactement, voilà. Et donc, cette espèce d'ambivalence de truc, je me dis, mais c'est pas normal que je réagisse comme ça. Euh, je me suis dit, je vais pas en parler pour moi, mais je vais faire en sorte que cet adolescent, Polo de 13 ans, et en plus, 13 ans, c'est l'adolescence, c'est le moment de toutes les premières fois. C'est la première fois où on tombe amoureux, c'est la première fois où on fume sa cigarette, c'est la première fois où on commence à transgresser des choses. Et Polo, lui, c'est la première fois qu'il est quitté par quelqu'un qu'il adore, et c'est inéluctable, en fait. Donc, il est dans cette espèce de trucs plus grands que lui et il essaye de se débattre avec ça et donc il va se focaliser sur son grand-père
pour pas trop penser à ce qu'il ressent, quoi, en fait. Voilà. Et c'est aussi la première fois de l'enterrement. C'est aussi un énorme Ouais. traumatisme. Pour le coup, je peux en parler en connaissance de cause. J'ai connu mon premier enterrement très tardivement et même là, ça reste un traumatisme. Vous racontez ça très Mm. bien, et notamment dans la voix d'un enfant et notamment à travers le fait que les gens s'habillent très bien pour un enterrement, ce qui peut paraître totalement absurde en soi. Et c'est vrai que ce gamin-là, on a l'impression qu'il vise toujours très juste. Il y a une immense acuité sur la société, sur des petites choses, mais des choses qui peuvent paraître totalement ridicules, Anodine. qui n'ont pas de sens. Voilà. Oui, oui, complètement. Par exemple, il constate que son grand-père s'est habillé, en fait, qu'il a mis une cravate, et qu'en fait, la dernière fois qu'il a vu son grand-père mettre une cravate, c'était pour un baptême ou pour un. Et donc, et là, il dit, bah, c'est bizarre, on s'habille parce qu'on est à l'autre bout de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'on est. Et puis, il se rend compte qu'il est à cet enterrement, que les gens savent comment il faut se comporter, mais lui, il sait pas faire, quoi. Il sait pas trop, il sait pas comment mettre ses bras, il sait pas comment mettre ses mains, il sait pas, il est vraiment pas à l'aise avec tout ça. Donc c'est une découverte absolue. Je crois aussi que Polo, il se focalise sur des détails parce que ça lui permet de pas trop ressentir ce qu'il ressent en fait. Donc il se focalise sur des petits trucs, quoi, sur des bouts de cravate, sur des avant-bras, sur la façon dont sa grand-mère mettait ses lunettes, des choses comme ça. Mais c'est sa manière à lui de dévier le problème sur Madame Sarrazin qui chante Et mon nous vivant de François Valéry alors que mamie est en terre et dans son cercueil. Donc c'est des petits trucs, mais c'est une façon de dévier la douleur, en fait, je crois. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Ouais, c'est ça. Avant de Un rentrer enterrement, dans... c'est quand même assez cocasse. C'est ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de l'histoire et de ces soubresauts, j'aimerais que vous nous parliez de la forme, parce qu'une fois de plus, la forme est courte, la forme est certes dans la voix d'un enfant, mais c'est comme de la poésie en réalité. Il y a beaucoup d'espace à travers les pages, il y a Mm, beaucoup de blanc, mm, il y a beaucoup de choses mm. qui nous permettent aussi, c'est pour ça que je le disais en introduction, c'est quasiment une deuxième lecture, c'est un deuxième sous-texte, ces pages blanches. Ce sont des mini-paragraphes, souvent extrêmement punchy. J'aimerais que vous nous parliez de ça. Qu'est-ce que ça vous permet de faire, justement, d'écrire dans des petits instants de vie, dans différents lieux? Mais ça dit aussi beaucoup de choses d'une écrivaine. Vous n'avez pas choisi. Alors, le roman juste avant, peut-être qu'il était très grandiloquent, empoulé, peut-être qu'il était trop grand, trop long, ce deuxième roman qui a été refusé. Et c'est peut-être pour ça que Pascal Gauthier, qui est une immense éditrice aussi, a voulu que vous reveniez à cette forme courte. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette forme, parce qu'elle est enfin, plutôt rare et singulière. C'est gentil. En fait, je crois que je ne suis pas faite pour écrire des choses longues. Ça, c'est sûr. Mais en fait, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est le rythme. C'est surtout, plus qu'autre chose, c'est le rythme de la phrase. Donc, ma manière de travailler, c'est que j'écris un premier jet, en fait, pour être très concrète. Et ensuite, j'élague, j'enlève. Et je passe phrase par phrase. Et je me dis à chaque phrase, est-ce que cette phrase sert le récit? Et si ça n'apporte rien au récit, je l'enlève. Ce qui m'oblige à retravailler la forme et à retravailler le rythme. Et puis, pour Mimi en bois, je l'avais fait aussi pour J'ai 8 ans, mais là, c'était plus conscientisé. J'ai travaillé les chapitres, parce qu'il y a quand même des chapitres, indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que c'est presque des histoires dans l'histoire. Ce qui fait que ces espèces de blancs dont vous parliez, ça me fait très très plaisir que vous disiez ça, parce qu'en fait, j'ai envie de faire bosser le lecteur. En fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, ça me permet de... Ça me, ça- alors, écrire simple, c'est pas facile, hein. Je l'ai appris à mes dépens, mais ça me permet aussi cette espèce d'écriture à l'os, quoi. Vraiment à l'os, de, de me simplifier un peu le travail dans le sens où ça va me permettre de pas tout expliquer.
Par exemple, dans Mimi en bois, je ne décris pas, par exemple, la chambre d'hôpital de Pépé. Je le fais pas parce que je pars du principe que tout le monde connaît ce que c'est une chambre d'hôpital, qu'on en ait vu en vrai pour des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ou qu'on en ait vu à la télévision, quoi. Dans une série, il y a toujours une chambre d'hôpital, et une chambre d'hôpital à Nantes, c'est la même qu'une chambre d'hôpital à Besançon. Donc ça me permet d'aller directement à l'essentiel. Pour ceux qui connaissent Gottlieb, vous connaissez certainement Gottlieb, le dessinateur. Gottlieb, il faisait un truc, c'est qu'il ne, ça l'ennuyait de dessiner les maisons, les paysages, les chambres, les canapés, les machins. Lui, il allait directement au personnage. Ben, je fais exactement la même chose, mais en écriture. C'est-à-dire que je j'enlève les mauvaises herbes. Je Vraiment, je vais à l'essentiel. Et d'où le fait d'avoir, par exemple, enlevé complètement un chapitre, avoir fusionné deux chapitres ensemble, et d'avoir cette écriture euh, très simple, avec des mots très simples, mais qui permettent aussi, et ça me permet aussi de laisser la possibilité au lecteur de ressentir ce qu'il a envie de ressentir, et d'avoir peut-être une interprétation qui n'est pas tout à fait la même que la mienne, mais ça ne me dérange pas du tout. Et d'avoir ce truc très direct, ce qui va très très bien d'ailleurs avec la façon dont peut parler un adolescent de 13 ans en fait. Je ne sais pas si vous connaissez des adolescents, mais les adolescents, c'est pas des grands bavards, hein. Moi, j'en ai un à la maison. Ouf, faut choper les phrases, quoi. Oh là là, il a dit quelque chose. On arrête tout, il a dit quelque chose. Donc, on est un peu ça. Ben, Polo, c'est un peu ça. C'est-à-dire on chope le truc, quoi. Donc, c'est une écriture. Oui, c'est comme ça que je travaille. Donc, il y a une première salve, il y a un premier manuscrit que je donne entièrement à Pascal. Et puis ensuite, on enlève, j'enlève, jusqu'à faire confiance au lecteur en me disant il comprendra même si je mets moins de mots. Voilà. Alors j'avais deux questions sous-jacentes. La première, c'est par curiosité, à la base, est-ce que le livre faisait le double de pages? Combien vous avez élagué? Et la deuxième question, qui est encore plus terrible, entre guillemets, c'est que est-ce que ça vous est arrivé d'écrire un roman et qu'à force d'élaguer, il ne reste quasiment plus rien? Est-ce que vous êtes une élagueuse en herbe, en fait? Est-ce que, à force d'élaguer, on perd aussi le sel du texte? Euh, Et Pascal vous aurait Écoutez, ça dit, m'est pas non, encore arrivé. il faut en remettre. Ça aurait été drôle. Ah non, jamais. Ah non, non, jamais. C'est-à-dire que Pascal, elle, jamais. Jamais, jamais. Donc, pour répondre à votre première question, non. Mon, 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 mon livre ne faisait pas 300 pages. Ça, c'est sûr. Euh, Mais, et pour répondre à votre deuxième question, je ne crois pas qu'on en ait là assez. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme le dessin. Moi, je dessine à côté. Je pense que le meilleur dessin, c'est un dessin où on n'en met pas trop. Quand vous dessinez, moi, je dessine à la ligne claire. Il n'y a pas de couleur, c'est à la plume, voilà, c'est des dessins très simples. D'ailleurs, le Mimi, c'est Mimi en bois qui ressemble. C'est la première fois qu'on me dit qu'elle ressemble à Marie-Hélène Lafont. Quand je vais la voir, je vais lui dire. En fait, j'ai dessiné ma grand-mère. La moustache, c'est moi qui l'avais dessinée. Mais en fait, en dessin, je préfère en mettre moins que trop. Parce qu'en dessin, il suffit de mettre un tout petit point supplémentaire ou un trait supplémentaire et on bascule très vite dans un dessin too much, quoi. Trop. Too much. Ben, l'écriture, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je préfère en mettre moins que trop. Parce que et j'ai jamais eu ce sentiment de trop en avoir enlevé. Par exemple, le chapitre que j'ai enlevé, j'avais mis un chapitre où je faisais intervenir des jumeaux qui étaient les voisins de Pépé et Mémé là où ils habitaient, et qui étaient les premiers spectateurs du théâtre de Mimi, puisqu'il y a un théâtre de marionnettes dans ce livre-là.
Et, euh, et en fait, quand j'ai relu le truc, je me suis dit, mais ça ne sert pas la problématique du fait que Paul se débat dans quelque chose et qui va aider son pépé à aller mieux parce que sa mémé est décédée. Voilà pourquoi. Donc j'ai complètement enlevé le chapitre sans aucun état d'âme. Et par exemple, pour vous dire et pour vous montrer aussi le travail que j'ai fait avec Pascal, l'éditrice, c'est que par exemple, ma première fin, bon, je ne vous dirai pas ce que c'est, Pascal m'a dit, j'y crois pas du tout. Donc, ça fait 1 an que vous bossez sur le bazar, hein, donc bon, elle vous dit ça. Donc, oh, déjà, premier effet qui se coule, vous dites, ok, bon. Elle me dit, et alors, elle n'impose jamais rien. Elle dit, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'ai fait beaucoup parler le pépé à la fin, et elle me dit, mais c'est pas logique. Le pépé, il est mutique pendant tout le truc, et là, tu le fais vraiment parler, parler, parler. Et en fait, elle avait raison. C'est-à-dire que je voulais expliquer. Je voulais être sûre que le lecteur allait comprendre ce qui se passait. Et en fait, elle m'a dit, mais non, fais confiance au lecteur. Donc j'ai tout viré. J'ai fait une petite ellipse un peu absurde en faisant parler la marionnette et j'ai fait la fin. Voilà. Donc vous voyez, le travail, il se fait. Mais j'ai jamais, pour l'instant, j'ai jamais assez enlevé. j'ai, voilà. Alors je sais, on me dit ouais, c'est super court ton truc. Ben oui, mais en fait, c'est l'histoire qui impose ça. C'est pas moi en fait. Si l'histoire, elle peut être dite en deux pages, elle est dite en 2 pages. Si elle peut être dite en 350 pages, elle est dite en 350 pages. Donc c'est pas moi qui décide vraiment en fait. C'est la construction du récit qui fait que ben, moi, j'ai tendance à écrire des trucs courts dans la forme, dans les phrases, dans le rythme et dans le récit. Voilà. Et puis ça apprend aussi une nouvelle manière de lire, c'est-à-dire de prendre son temps, de peser chaque phrase, de pas forcément Ouais, ouais. faire une sorte de page turner qui souvent, dans la grande partie entre la première et la dernière, il y a souvent des grands trous, des grands vides qui auraient pu être élagués. Pour le coup, là, chaque page est importante. Mm, J'aimerais que vous nous parliez de cette première scène assez dingue, enfin de manière imagée, parce que votre écriture, elle est tellement imagée, tellement, c'est normal parce que vous dessinez aussi et que je vous conseille toujours d'aller suivre le compte d'Adèle Fugère parce qu'elle fait des dessins mhm. juste incroyables. Mais tout est très imagé, tout est à hauteur d'enfant et en même temps à hauteur d'adulte. On reparlera de cette porosité entre les deux. Mais j'aimerais qu'on parle de cette première phrase, de cette première scène où mercredi, Mimi reste endormie à la moitié de cette tarte aux pommes réalisée, où son mari, au lieu de, c'est assez cruel en même temps, au lieu de réagir Ouais, à sa mort, pense à l'autre partie de la tarte qui n'a pas été terminée. C'est une sorte ouais. de point d'appui narratif qui est quand même plutôt drôle et à la fois terriblement cruel, même si on ne doute pas de l'amour de cet homme pour cette femme. Mais il y a toujours ce petit détournement amoureux, ce détournement coquin, ce détournement Mm. avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de dérision et d'autodérision. Cette scène-là, elle vient d'où? Est-ce que c'est un traumatisme d'une tarte aux pommes jamais terminée? Mais j'aimerais vraiment savoir d'où ça vient parce que elle vient pas de. J'étais persuadé que votre grand-mère était décédée euh, et que il y avait quand même beaucoup d'elle dans ce texte-là. On n'écrit pas sur une perte de manière aussi forte si Mm. on n'a pas eu cet événement-là, à mon sens. Euh, Vous feriez un excellent attaché de presse. Je ne sais pas ce que vous faites, mais moi, je vous embauche, hein, franchement. Ça tombe mal, je suis devenu éditeur il y a quelques mois. Oh, c'est le meilleur métier du monde. Bref, j'avais choisi dans les extraits de vous lire le début. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je vous le lise et puis Eh on en ben parle parfait, après. parfait, Vous très voulez qu'on bien. fasse comme ça? Ouais, très Je vais bien. vous le lire. Alors, on n'est pas tout à fait au début du livre, hein, parce qu'il y a quand même un petit début, mais je vais vous lire ce que vous venez de dire, en fait. C'est Pépé qui l'a trouvé. Il est sorti de son atelier, il a traversé le jardin, il a ouvert la porte de la cuisine, il l'a refermée derrière lui. Il a trouvé Mémé, là, assise à la table, comme d'habitude. C'était comme si elle s'était assoupie. Au début, Pépé a cru qu'elle dormait. Mémé a toujours eu la capacité de se débrancher à n'importe quel moment et n'importe où. Là, elle dormait pas. Ce qui a mis la puce à l'oreille de Pépé, c'est qu'elle ronflait pas. Parce que Mémé, c'est pas possible comme elle ronfle.
comme l'année dernière, en pleine messe de Noël, en pleine homélie, le curé a dit « Et j'entendis la voix d'une foule immense, elle ressemblait au grondement de forts coups de tonnerre. » C'était pas le tonnerre, c'était Mémé. Pépé lui a donné un coup de coude, elle s'est réveillée, elle a dit très fort Amen, on en a ri pendant des semaines. Là, on riait pas. Mémé avait le menton baissé sur sa cage thoracique et elle ronflait pas. Elle avait encore une pomme à demi pelée dans la main gauche et l'économe dans la main droite. Elle préparait la tarte aux pommes. Elle fait toujours le même dessert le mercredi midi. Elle était en train d'installer les quartiers de pommes sur la compote. Elle en était à la moitié. Mémé, elle les met très serrés, les quartiers. Et pas sur de la compote de pommes, sur de la rhubarbe. C'est son truc. Elle dit que c'est mieux au goût. Ça fait quelque chose au fond de la bouche. Ça pique à l'articulation de la mâchoire. J'aime bien, parce que ça le fait qu'avec la tarte aux pommes de Mémé. On n'en mangera plus des tartes comme ça, avec de la compote de rhubarbe dans le fond du plat, qui pique à l'articulation. Alors je peux continuer, mais je continue ou... Ouais, oui, vous pouvez, Adèle, là. Pour le coup, vous pouvez. Alors je C'est continue. le début. Euh, Quand je suis arrivée, Pépé était assis en face de Mémé, de l'autre côté de la table. J'ai cru qu'il discutait. Quand je me suis approchée, j'ai bien vu que Pépé avait un drôle d'air. Il était là, il attendait. J'ai posé mon sac à dos à côté de la huche à pain, je me suis approchée de Mémé, j'ai senti son parfum, un truc frais, citronné. Le flacon est sur la tablette en dessous du miroir dans la salle d'eau au premier étage, juste à côté du bocal à coton. Je le sais parce que je lui en pique parfois, du parfum. Surtout quand je sais que je vais voir Sarah, je veux sentir bon. Mais là, j'ai pas très envie d'en parler. J'ai placé 2 doigts sur le poignet de Mémé, j'avais vu faire ça dans les feuilletons, pour constater le décès, comme ils disent. Ça m'a fait bizarre de la toucher. Je me suis dit que je touchais une peau froide. Le mot cadavre m'a traversé l'esprit, mais ça m'a pas plu. Je voulais pas penser à Mémé comme ça. Je savais pas vraiment ce que je devais sentir sous les doigts, je savais plus si c'était un tatatoum ou un pfft dans les veines. Madame Comarieux, ma prof de biologie, en avait parlé en cours quand on avait abordé les propriétés du cœur et le flux sanguin, mais là j'étais perdue. Je me suis dit que plus je laissais mes doigts, mieux c'était, au cas où. Au cas où Mémé serait encore un peu là. J'ai rien senti. Je me suis tournée vers Pépé et je lui ai dit tout bas, Pépé, Mémé est partie. Il a levé la tête vers moi, il m'a dit effaré, elle peut pas partir, elle a pas fini la tarte aux pommes. Il s'est adressé à elle, tu m'entends Mimi, t'as encore toute l'autre moitié à faire. Il a tiré sa chaise vers celle de Mémé, il a pris sa main qui tenait l'économe et il l'a amenée vers celle qui tenait les pommes. Il a dit, tu pèles comme ça, tu sais bien. Pépé guidait les mains de Mémé, il faisait comme avec ses marionnettes. Il disait Mimi, il faut finir la tarte aux pommes, tu comprends? C'était pas facile pour Pépé parce que les bras de Mémé étaient mous et lourds aussi. Voilà. Merci Adèle. On vote tous pour un seul en scène ou une lecture audio par Adèle Fugère, mais c'est vrai que ça pourrait être en effet, ne serait-ce même que pour un public adulte, mais aussi pour un public enfant. Je ne Oui, sais pas si vous... alors, on reparlera tout à l'heure de ce qui se passe après, j'y reviendrai après. Bref, Euh, ce que j'aimerais évoquer à présent, ouais, c'est véritablement la narration. La narration, le rythme, vous l'avez entendu avec la langue. Il y a beaucoup de choses. Le rythme, il est mental parfois. Il y a des trous, il y a des ruses, il y a des silences. Pourquoi vous avez choisi justement ce langage-là qui pourrait être adapté à un enfant de 13 ans? Alors, tous les enfants de 13 ans ne se ressemblent ouais, pas. Clairement, c'est un âge en effet où il y a une mm, grande disparité, je pense, entre les langages, entre les manières d'exprimer ses colères, les manières d'exprimer ses émotions. Là, vous avez fait un choix qui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est entre 8 et 13 ans. Voilà, c'est vrai que ça se rapproche un petit peu de J'ai 8 ans de et Rosalie. de Rosalie, c'est vrai. Pourquoi vous avez fait ce choix-là et la qualité de langage également, comment vous l'avez déterminé? Euh, Comme j'écris des choses courtes, déjà, choisis vraiment tous les mots, quoi. Les mots sont vraiment pesés dans l'histoire, même si j'ai pas besoin que ce soit des mots compliqué, quoi. C'est pas du tout ça mon truc. J'en reviens à ce que je disais au début, c'est une histoire de rythme. Moi, je fais de la radio aussi, donc à la radio, le rythme est très très important. Quand il faut balancer une chronique de 2 minutes tous les matins, déjà il faut être en forme, et deuxièmement, en plus c'est souvent quand c'est une chronique un peu légère, euh, le rythme est très très important. Le rythme est important surtout dans l'humour d'ailleurs. Donc le choix de la langue de Polo, c'est un choix, d'abord je me suis dit comment un adolescent parlerait. Et vous avez raison, aucun adolescent ne parle de la même manière qu'un autre adolescent, mais
Je me suis dit, un adolescent de 13 ans, c'est peut-être quelqu'un qui commence un peu à se renfermer sur lui, au moins au niveau des parents. C'est-à-dire que il y a sûrement cette envie peut-être plus d'introspection. Donc je me suis dit, je vais le faire. Et puis il y a ce côté très, très, très brut. C'est-à-dire qu'en fait, hein, j'ai fait un truc tout bête, c'est que j'ai enlevé souvent tous les adverbes. J'enlève tous les adverbes, c'est-à-dire tous les débuts de phrases avec en effet, euh, bien évidemment, ou des trucs comme ça. Ça, j'enlève tout. Ce qui fait que ça rend quelque chose de beaucoup plus direct. Et puis, c'est comme si vous faisiez du montage. C'est-à-dire que, par exemple, d'où le fait de mettre des respirations avant les mots, après les mots, ou des accélérations de phrases, des phrases beaucoup plus... et même en exergue, d'ailleurs, dans le livre, il y a des phrases qui sont mises en exergue, c'est-à-dire qu'il y a un espace avant et un espace après pour bien les mettre en valeur. Euh, c'est vraiment le rythme qui est très très important. Donc c'est comme un monteur, c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un mot, puis je vais dire, tiens, si je le mets là et si je le mets plutôt là, comment ça fait dans la bouche. Et d'ailleurs, moi, je récite mon livre. Hein. Mon livre, il est oral. Hein. Il est vraiment dans le... Et puis je me dis, bah non, tiens, je vais le remettre là. Donc ce qui fait peut-être que ça fait cette espèce de mécanique et de mots un peu dans la bouche comme ça, qui fait que le langage, il est pas très. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Il sait pas qu'il est âpre. Je pense pas que le langage de Polo soit âpre. Je pense il est vraiment à son strict minimum, quoi. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire, c'est comme, c'est pas parce que vous écrivez court, à mon sens. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, hein, mais c'est pas parce que vous écrivez court que vous n'écrivez pas intensément ou sensiblement, et c'est pas parce que vous n'avez pas fait un livre, à mon sens, de 700 pages que votre livre, il n'est pas intelligent, quoi. Enfin, intelligent dans la façon de raconter des histoires. Je... Le Petit Prince, c'est un livre très court. Hein. Eh ben, le Petit Prince, c'est le livre le plus vendu au monde, quoi, le plus lu au monde, l'un des livres les plus lus au monde, donc, et encore aujourd'hui. Donc, alors, je me compare pas du tout à Saint-Exupéry, hein, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse. Dire beaucoup, essayer de dire beaucoup en, en peu de mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que le pépé, en fait, que le pépé, le fait que la mémé finisse pas sa tarte, le pépé, il y a un côté un peu comique, en fait, au fait que le pépé dit, bah attends, t'as pas le droit de mourir, t'as pas fini l'autre partie de la tarte, en fait. C'est un peu ça. Et en fait, moi, je l'ai pas vu comme ça. C'est-à-dire que vous avez votre propre interprétation. C'est ça qui est intéressant. Moi, je le sentais beaucoup plus désespéré dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire, ben non, tu peux. Un truc très. Ben non, il ne peut pas finir. Euh, il est perdu, quoi. Il va être perdu. Vous l'avez vu un peu plus sur le ton de l'humour. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, chacun va interpréter le truc à sa manière. Et moi, ça me va. Moi, ça me va. Donc, si vous avez vu plus d'humour que moi, euh, peut-être parce que vous êtes peut-être plus sain d'esprit que moi, je trouve ça très, très bien. Ça me va très, très bien. Ouais, je l'ai vu dans le sens humour noir. Voilà, Super. clairement, humour noir. Ouais, mais moi je voyais vraiment la scène où le pépé, il est vraiment, il regarde Polo, il dit, mais c'est pas possible, elle peut pas partir, elle a pas fini la tarte aux pommes, mais dans un truc un peu désespéré, quoi. Et vous l'avez vu dans l'humour noir, mais c'est parfait, c'est encore mieux, j'aurais dû y penser, en fait. J'aimerais. Ouais, tragicomique, dit Virginia, c'est vrai. Euh, Ouais, c'est ça. on va parler du théâtre de marionnettes parce que c'est vrai que je pense que beaucoup d'entre nous, on est quand même tous d'une génération où on a connu les marionnettes. Je trouve que c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Je trouve que les marionnettes ont Ah bah perdu de oui, leur charme. C'est le moins qu'on ouais. puisse dire. Puisque ce théâtre de marionnettes, c'est Pépé qui en est l'artisan avec Mémé aussi, les deux, hein, Mimi, les deux sont artisans. Ils font vivre aussi un quartier. Et quelques phrases là-dessus qui permettent de voir que ce sont des animateurs finalement de quartier. Mm, Et l'idée principale du livre aussi, c'est que Polo va donc aller dans cet atelier, va créer, on peut le dire, hein, Adèle, il y a pas de, voilà, va ouais, ouais, bien créer une sûr, bien sûr, bien sûr. marionnette à l'image de sa grand-mère pour réconforter son grand-père. Mm, J'aimerais que vous nous parliez de cette marionnette, de ce. Alors, à un moment donné, dans l'école, on le traite de Gepetto, GPT, à tue-tête. On mm, reparlera de cet épisode-là qui est très important sur le harcèlement scolaire juste après. Mais
avant, j'aimerais qu'on parle de ces marionnettes-là parce qu'elles ont un rôle capital. Et ça montre aussi, et j'y reviendrai aussi ensuite sur une autre question, sur cette absence de porosité entre l'enfance et l'adulte. On a l'impression qu'une scission est trop grande et que les adultes ne font plus de rêves, n'ont plus d'imagination et n'ont plus ce côté enfantin auquel on aurait pu penser il y a quelques années déjà. Oui, Polo, il va faire un truc très simple. En fait, il va ressusciter sa grand-mère. Son truc, c'est de ressusciter sa grand-mère. Il va ressusciter Mimi en, en marionnette. Alors pourquoi la marionnette? Parce que en fait, j'aurais pu ressusciter Mimi en glaise, en poterie ou en faisant. Mais déjà, le bois, je trouve ça très doux, puis ça sent bon. Donc, alors même si mes grands-parents n'ont jamais construit de marionnette ou quoi que ce soit, hein, vraiment pas. Mais et ce que je voulais surtout, c'était que ce soit Mimi sans être Mimi. C'est-à-dire qu'en fait, l'aspect de la marionnette, c'est un truc quand même où on peut bouger les bras, on peut bouger les jambes, elle peut marcher, elle peut tendre la main, elle peut lever la tête, etc. Donc c'est une humaine sans être une humaine. Euh, c'est ça qui m'intéressait dans la construction de la marionnette et dans cet objet transitionnel, parce que c'est aussi un objet transitionnel comme la moustache pour Rosalie, euh, de, de et donc les marionnettes, et il faut savoir aussi que ce théâtre de marionnettes, oui, c'est un petit théâtre qu'ils mettent en place, Pépé et Mémé, tous les samedis, après-midi. La fenêtre de la cuisine, c'est le rideau, en fait, c'est la marionnette. Les enfants s'installent, les enfants du quartier s'installent sur le gazon, sur des petits bancs aussi que Pépé a réalisé. Et Mimi, Mémé, fait vivre les marionnettes de ce théâtre de marionnettes. Mais déjà, c'est pas des marionnettes traditionnelles, hein. On n'est pas sur du niafron, on n'est pas sur du. On est sur Michel Drucker, on a François Valéry, Alors, extrêmement Michel important. Drucker, aux cheveux à l'aspect mousseux. Alors, et J'adore. aller faire du mousseux avec du bois. On est d'accord. Bon, prouesse technique. Ah, il y a de la, mais il y a vraiment il y a des effets spéciaux dans ce livre, hein. On est sur de la science-fiction, hein. Donc François Valéry, Michel Boujna, n'importe quoi, Michel Drucker. Il y a un gorille, il y a un lézard et il y a Scarlett O'Hara. Parce que Mimi est fan de Autant en emporte le vent, même si Polo peut pas la blairer, mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc, en fait, ils font vivre tout ça. Et Pépé a appris à Polo à faire des marionnettes. Et donc, mais la marionnette de Mimi, d'où le titre Mimi en bois, c'est vraiment pour Polo un moyen de ressusciter sa grand-mère. Et donc, de d'étendre le temps, de tirer pour que Pépé puisse accepter, ou du moins intellectualiser, le fait que sa femme est partie. C'est vraiment l'idée de cette espèce de sas de décompression entre l'annonce de la mort, qui est brutale là, et le fait de commencer à se dire de toute façon elle ne reviendra plus jamais et c'est inéluctable. C'est vraiment ce sas-là que Polo veut ouater, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était très bien dit, pour son grand-père, mais on verra aussi à travers le livre que c'est pas que son grand-père, quoi. Je dis pas la fin, mais voilà, c'est vraiment le. Et moi, j'avais besoin d'un élément qui soit euh, comme un humain, mais sans être un humain. Voilà, d'où le fait qu'il se fait moquer au collège et que les gens le regardent un peu tout ça parce que le Pépé va vivre avec cette marionnette en fait, va manger avec elle, On va faire ses courses avec va elle. faire ses courses avec elle et les gens vont être très en retrait par rapport à tout ça en disant c'est quand même pas normal que c'est quand même pas normal d'avoir un veuf qui n'est plus veuf et qui vit avec une femme en bois, quoi. C'est un peu ça, si je veux résumer le truc. Et c'est ce regard-là des gens qui m'a presque choqué en fait. Je me suis dit, mais laissez-le tranquille s'il a envie de vivre avec une marionnette en bois qui lui Ouais, rappelle sa femme, mais laissez-le tranquille. J'étais un peu en colère en fait contre le mm, regard mm. humain, le regard de la société Bien. envers ça. L'effet est réussi parce que
nous, on connaît l'histoire. Alors, les gens qui passent dans les supermarchés, clairement, ne la Mm. connaissent pas, l'histoire, mais il y a ce jugement, il y a ce jugement de valeur qui est Ouais, terrible en réalité. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire qui sort du cadre aujourd'hui. Et là, pour le coup, j'ai trouvé cette ouais. scène extrêmement touchante et dure à la fois, tout comme la scène du harcèlement scolaire où le fameux Stéphane Cantoto, alors là, j'ai eu un choc absolu à un moment donné sur certaines paroles. Et c'est là où je me suis dit, en effet, les adolescents ne parlent pas tous de la même façon à 13 ans. Clairement, c'est vrai que dans le livre, à un moment donné, donc c'est empreint de douceur, de tendresse, etc. Et à un moment donné, Stéphane Cantoto arrive dans le livre. J'avoue qu'il y a des paroles c'est la première fois que j'ai été autant choqué dans la C'est violent, disparité hein? entre les langages. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a Oui, foutu un coup, en fait. oui, mais bah, ça veut dire que j'ai réussi mon coup. Eh oui. Eh oui. Non, mais on parlait aussi de cette, cette différence en fait de rythme, de langage, etc. Euh, oui, j'avais besoin de mettre des espèces de césures, quoi, de casser le rythme de la douceur aussi et de montrer que bah, les adolescents, les ados sont pas forcément tous sympas ensemble. Mais c'est encore cette notion de jugement, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà la notion de jugement dans J'ai 8 ans, le fait de juger une petite fille qui avait une moustache. Euh, et là, c'est encore cette idée de se dire, mais vous avez raison, en fait, en quoi ça concerne les gens si quelqu'un veut se balader avec une marionnette sous le bras? C'est quoi le problème? Et on est dans... Et moi, ma façon de travailler ça, c'est que je me dis toujours, pourquoi ce serait pas possible qu'un qu'un homme, qu'un vieux monsieur vive avec sa femme en bois? Pourquoi ce serait pas possible qu'une petite fille se réveille le matin avec la moustache de Jean Rochefort? C'est-à-dire qu'en fait, je cherche des solutions en me basant sur la réalité, mais je cherche des solutions qui sont toujours décalées. Le, trouver une solution qui est faisable, ça... Alors, je crois qu'on a perdu Adèle. Je savais que la connexion était fragile, mais logiquement, elle devrait se reconnecter avec l'iPhone. Si jamais ça ne marche pas, on avait prévu une solution de secours si jamais. J'espère qu'elle s'est rendue compte qu'elle était sortie de la visio. On va voir si elle réapparaît. Sinon, en attendant, dès qu'il y a un petit problème de connexion, je vous lis un passage. Mais je vais pas vous lire le passage avec Stéphane Canseto parce que je veux vraiment que vous l'ayez pris pleine face au moment de la lecture parce que vous n'allez pas vous y attendre. Alors, je vais vous lire le troisième chapitre, Pépé. J'espère que j'espère que la coupure va pas être trop longue parce que sinon je vous lis tout le livre. Mais je vois qu'Adèle est déjà en cours. Alors, on va l'attendre. Allez, je vais lire en attendant. Je crois elle est en train de se connecter. On a enterré Mémé le samedi au cimetière d'en bas parce qu'il y a aussi un cimetière d'en haut. Dans les films, il pleut toujours quand quelqu'un décède. On voit des parapluies noirs ouverts sur lesquels des gouttes glissent devant des tombes. Un peu comme si le ciel se devait, lui aussi, d'avoir du chagrin. Là, il ne pleuvait pas. Je crois que ça ne m'aurait pas plu qu'il fasse beau. Le soleil dans un cimetière, ça ne se fait pas. Je dis ça, mais je n'en sais rien. Je n'ai pas une grande expérience des enterrements. Mémé, c'est mon premier. Je ne sais pas comment me comporter. Je fais la bise à des gens que je ne connais pas, les mains croisées sur mon entrejambe, je vois que les autres savent. J'aurais aimé que Sarah soit là. Le curé a dit qu'on accueillait Mémé dans sa dernière demeure. Il n'y avait pas de maison, il y avait un trou. C'était bizarre de me dire qu'on allait mettre Mémé dedans. Je n'ai pas aimé. Si on m'avait demandé, j'aurais enterré Mémé dans le jardin, près de la fenêtre de la cuisine. Je pense à Pépé. La veille, papa lui a demandé s'il ne préférait pas dormir à la maison. Pépé a dit: T'en fais pas, fils, je préfère être chez nous. J'ai vu la surprise et le désarroi dans ses yeux. Ce nous ne signifiait plus rien. Pépé et Mémé n'étaient plus cette entité indissociable, inséparable et indivisible. Et ben voilà, c'est parfait parce que Adèle est revenue. Et justement, ma prochaine question
était sur cette déliquescence du couple, de l'entité de ces deux grands-parents, la perte de l'un et l'autre, souvent est catastrophique pour l'un d'entre eux, puisque souvent le deuxième décède dans les années qui arrivent de manière récurrente, c'est quand même souvent le cas. Adèle, vous avez votre micro coupé. Mais j'aimerais qu'on parle de ça, de ce déclin direct, véritablement très euh, ouais, direct, c'est ça, comment dire, de manière abrupte en fait. Euh, Subit. Subite, voilà, c'est ça, subite, c'est le mot que je cherchais. Ouais. C'est un moment clé aussi du livre, puisque clairement là, on va basculer dans autre chose, dans une absence de dualité. Il n'y a plus de personne au-dessus de lui. Vous parlez de Pépé, c'est ça? Vous parlez du Ouais, grand-père? c'est ça, oui. Je sais pas si vous avez entendu toute ma question ou pas, mais Oui, si, si, je l'ai entendu. En fait, c'est des gens qui ont vécu ensemble pendant plus de 50 ans, voire 50 ans, et que et Pépé était très amoureux de Mimi. Et donc, quand il perd sa femme, il perd la moitié de lui. Et donc, il va décliner jusqu'à être hospitalisé. Donc, oui, le déclin se fait très, très vite. Euh, L'entité nous dont vous parliez quand vous avez lu le texte, le nous n'existe absolument plus, quoi. Et donc, il faut vivre avec un bras en moins, c'est un peu ça. Et donc, je crois sincèrement que Polo le conscientise très très vite. Et donc, en fait, il crée la marionnette de Mimi pour recoller le bras, quoi. et Du moins pour un moment. recréer ce nous. Exactement. Parce que on est dans ce que je disais tout à l'heure, dans cette espèce de sas, en fait. C'est-à-dire le fait de se dire, je pense sincèrement que Polo, quand il construit la marionnette, il se dit pas que Pépé va la garder indéfiniment. C'est vraiment le moyen d'étirer, de continuer le chemin, le bout du chemin, quoi. De dire, je vais lui donner quelque chose qui va être doux, qui va être un intermédiaire entre euh, Mimi en chair et Mimi morte. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, euh, d'ailleurs, ce serait pas mal, peut-être, des fois, d'avoir un espèce, que tout le monde ait cette espèce de marionnette qui puisse euh, comment dire, Faire la mettre de la transition. douceur dans la mort. Oui, voilà, c'est un trait d'union. C'est un trait d'union. Cette marionnette, c'est un trait d'union. Et donc, Polo croit que ça ne marche pas. Le fait d'avoir fait cette marionnette ne va pas marcher, ne va pas aider son grand-père. Et il se rend compte que si. Enfin, je ne vais pas tout dire, mais oui, j'avais envie de parler de cette entité parce que moi, mes grands-parents, ils ont vécu ensemble tout le temps, quoi. Enfin, moi, quand je voyais ma grand-mère, je voyais mon grand-père. Enfin, voilà, ou quand je voyais, enfin, c'était une entité à part entière, quoi. Sauf quand mon grand-père est décédé, mais il y a quand même ça. C'est deux piliers, quoi. Et ben, quand il y en a un qui s'en va, ben, clac, ça, c'est bancal. Donc, j'avais envie de travailler ça, ouais. De remettre une cale, c'est comme si vous remettiez une cale pendant un petit bout de temps sous le pied de chaise qui manque, quoi. Voilà. Tout à l'heure, je parlais du regard des gens, de cette innocence Mm, dans mm. l'enfance que vous admirez, j'ai l'impression, puisque ça fait deux livres et deux livres à hauteur d'enfant. Est-ce que ça veut dire que vous avez perdu, entre guillemets, tout espoir dans le monde adulte? Euh, Est-ce que ça montre aussi quelque chose? Est-ce que c'est un acte, entre guillemets, je ne vais pas dire militant, n'exagérons pas, mais un acte d'amour envers cet âge-là et non plus envers ce monde adulte qui nous déçoit jour après jour? Alors, c'est une excellente question. Je ne l'avais pas vue comme ça. Je crois pas. Je crois qu'on a la chance d'avoir, euh, quand on le veut, je crois qu'on a la chance d'avoir des adultes qui sont encore capables aujourd'hui d'avoir une âme d'enfant, des gens connus comme des gens pas connus. Je pense aussi qu'à partir d'un certain âge, on revient à ça. C'est-à-dire que moi, cet ancrage à l'enfance, je ne l'ai pas eu jusqu'à, allez, 35 ans.
j'en ai 50 maintenant. Il y a un retour, il y a un retour à l'enfance quand même qui est très. C'est pas que je suis nostalgique, c'est que j'analyse des choses qui se sont passées et je et ça me permet d'écrire. Non, j'ai confiance dans le monde adulte, mais je pense que l'adulte est meilleur s'il se souvient de son enfance, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. C'est-à-dire que faire abstraction de l'enfance, je pense que tout est basé sur l'enfance. C'est-à-dire que le terreau, c'est l'enfance. Euh, donc si on perd pas ça, si on perd pas, l'idée c'est pas de se remettre avec des couettes et non non, c'est pas ça. L'idée c'est de pas annihiler ça. Mais je pense surtout que ce qui m'intéresse et ce qui m'intéressait dans ce lien entre le petit enfant et le grand-parent, c'est que quand vous êtes ado ou quand vous êtes enfant, il y a vous êtes dans une espèce de naïveté de début de vie. Vous expérimentez des choses, vous êtes un peu un espèce de diamant brut qui n'est pas du tout taillé, qui n'a pas d'expérience, donc vous prenez les choses de manière très simple, très naïve, très brutale aussi, très directe, parce que vous n'avez pas assez vécu. Donc vous faites vos premiers pas, vos premières expériences dans une espèce de simplicité absolue. Et quand vous êtes grand-parent, quand vous devenez grands-parents, souvent les grands-parents sont beaucoup plus cool avec les petits-enfants qu'ils étaient avec leurs propres enfants. Et je pense sincèrement que quand on est grands-parents, on se, on se déleste de beaucoup de choses. On revient à une espèce de simplicité de la vie, on s'intéresse aux petites choses, voilà. Et en fait, ces deux générations, c'est comme si ça se rebootait quelque part, ça se rencontrait quelque part. C'est ça qui m'intéresse en fait. Je pense que le petit enfant et le grand-parent sont pas si différents que ça, malgré qu'ils aient 60, 70 ans de différence. C'est ça qui m'intéresse. C'est le fait de se dire, ben, en fait, ils se comprennent parce qu'ils sont il n'y a plus il y a plus l'intermédiaire des parents qui sont obligés de mettre des bornes, des balises, des machins, de tri, fais attention, etc. C'est ça qui m'intéresse. Donc, non, je suis assez confiante dans la race humaine, et Dieu sait que c'est difficile en ce moment, mais tant qu'on n'aura pas perdu cette tendresse-là, ou, même enfin, je trouve qu'un enfant est très honnête en fait il est très direct quand il dit qu'il aime pas quoi. C'est ça ça peut être très dur pour un adulte, mais je pense si on perd pas ça, je pense qu'on n'est pas totalement foutu quoi. Très bien. Aurélie pose la question de savoir si, parce que vous avez parlé tout à l'heure de votre ado, donc elle se permet, est-ce que votre ado a lu ce texte-là et donné son avis, des conseils sur cette adolescence qui est décrite dans le roman? Alors j'en ai deux ados. Ah bah alors, magnifique. Dieu sait que c'est du boulot. Si, alors j'ai une fille Louison et un fils Simon. Simon est en train de le lire. Enfin, il m'a entendu lire le livre parce que quand j'ai travaillé le livre, je le disais à haute voix. Euh, non, il ne m'a pas donné de conseils du tout. Je pense qu'il se retrouvera dans Polo, dans le fait de ne pas aimer ses bras, dans des trucs comme ça. Euh, j'avais lu, je leur avais lu, j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort quand je le travaillais. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant chez les ados et tout ça, chez les enfants, c'est que déjà, il ne faut pas les prendre pour des demeurés, c'est-à-dire qu'ils comprennent très très bien le deuxième degré, 72e degré, la nuance, la subtilité, etc. Euh, ils av- Chez mes ados, ce qu'ils comprennent, c'est aussi l'humour, le second degré. Ça, c'est un truc qui est très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut lire le livre à un ado de 15 ans. Je sais que par exemple, j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, a été proposé au bac de français l'année dernière. Et ça a bien marché parce que c'est proposé à des lycéens et pourtant c'est une petite fille de 8 ans dans le livre, mais ça aussi, il y a comment dire, des lecteurs qui m'ont dit que ça avait débloqué des trucs aussi, débloqué des trucs chez leurs propres enfants. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bah, lis ça, puis après on en reparle. Donc peut-être que la notion du deuil qui est installée dans Mimi en bois
Et le fait de parler du deuil de cette manière-là, ça peut aider un adolescent. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais si ça le fait, c'est super, quoi. Donc, en tout cas, mes enfants euh, senti le deuxième degré, le troisième degré, etc. La vanne, pas la vanne, et puis la douceur du truc, oui. En tout cas, ils savent que Mimi en bois, c'est quand même un truc qui est lié à ma grand-mère et à leur arrière-grand-mère. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle aussi de ces surnoms, le pouvoir des surnoms. Puisque à un moment Mm. donné, Polo, je crois que c'est son grand-père qui ne l'appelle plus Polo et l'appelle Paul, ça déclenche quelque chose en lui. Il sait tout de suite que c'est différent, qu'un Ouais, surnom attaché à un individu, ben, c'est plus doux, on sait qu'on est dans la bienveillance, ouais, et ouais, dès qu'on ne l'utilise plus, ouais. on sent qu'il y a un reproche, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui débloque. Oui. Et moi, c'est exactement ça. C'est pas son grand-père, sa grand-mère à la fin qui dit Ah oui, c'est sa grand-mère. les gros mots, fais gaffe, Paul, je crois. La Enfin, je sais marionnette. pas que je crois, c'est Ouais. c'est ça. Mais voilà, c'est la marionnette qui parle. Et oui, parce que c'est un livre de science-fiction, hein, parce qu'il y a des marionnettes qui parled. C'est tout à fait normal qu'une marionnette parle, hein, je La tiens à scène le est signaler. incroyable d'ailleurs. En tout La cas, pour scène moi, est incroyable. ça me paraît absolument normal, hein. Mais bon, après, j'ai beaucoup de séances de psy derrière moi. Mais non, ce que je veux dire, c'est que oui, oui, il y a le polo, c'est un truc plus doux. Et tout de suite, Paul, déjà, Paul, c'est plus direct. Enfin, moi, je fais ça avec mes enfants. Enfin, quand je dis juste Simon, c'est qu'il n'a pas fait de conneries. Quand je dis Simon Fugère, là, il sait tout de suite qu'il va se prendre un truc, quoi. Ça va pas être simple. Ça va pas être très simple. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs comme ça où on appelle un jour quelqu'un Titi, puis le lendemain, quand on l'appelle de son vrai prénom, c'est que vraiment bon. Il faut que je te parle de la relation amoureuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, on est un peu dans ce truc-là. Mais oui, c'est des petites nuances de texte qui fait que. Mais en fait, vous l'avez vu, donc j'ai même pas besoin de l'expliquer. C'est ça qui est bien, c'est que je suis pas tombée à côté. Donc, si vous l'avez remarqué, c'est que si vous l'avez remarqué, c'est parce que le mot Paul, il n'y est qu'une fois en fait dans le livre. C'est comme le mot mort, il n'y est qu'une fois aussi et à un moment très précis. Voilà, donc il est à un endroit très très précis du livre. Mais les mots sont très très pesés ici. Ouais. Tout à fait. Je pose régulièrement deux questions aux auteurs qui passent ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez revoir, remettre au goût du jour. Qui avez-vous choisi ce soir, Adèle? Et je dis Adèle et pas Adèle Fugère, hein. Alors moi merci beaucoup. Donc je vais pas me faire engueuler. C'est Marie Shelley. Alors, elle fait partie des classiques. Marie Shelley, c'est celle qui a écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne. C'est une autrice du 19e siècle. Euh, et je vous conseille de relire Frankenstein ou le. Alors, tout le monde connaît le mythe de Frankenstein, du moins de la bête, du monstre, parce que Frankenstein, c'est le nom du créateur, en fait, du monstre. Euh, J'avais envie de la remettre à l'honneur parce que je trouve que c'est d'une modernité absolue. C'est une femme qui écrit. Ah, on l'a perdu. Alors en attendant, on va trouver la couverture de Frankenstein. Voilà, ça c'est fait. On va vous la diffuser avant que je lise potentiellement un autre extrait avec ma voix, qui sera sûrement différente d'Adèle Fugère, clairement. Voilà, je t'embrasse, Alexandre. Allons-y donc sur une autre lecture en attendant que Adèle arrive. Je vais continuer le chapitre que j'avais commencé tout à l'heure. Donc on était sur le nous, indissociable, inséparable et indivisible. Ses yeux sont devenus vitreux, un peu comme si on les avait badigeonnés d'un vernis. Il y a les yeux bleu-gris, Pépé. Alors le vernis sur le bleu-gris, ça fait un truc de neige fondue dans le regard. Je me suis demandé si les aveugles avaient la même couleur d'yeux. J'ai paniqué, je me suis dit que Pépé était en train de perdre la vue.
Et ça m'a fait penser au chien de mon grand-oncle Jacques. J'ai toujours eu peur de Pardon, tonton je suis Jacques. désolée. Et ben voilà, c'est pas grave, Je Adèle. suis en fin fond de campagne et je... Voilà, pardon. C'est pas grave. J'ai lu, je continue de lire quand vous vous absentez. Voilà, donc comme ça Oh, donne je m'excuse, une, pardon. ça donne du texte. Donc Euh, Frankenstein, Marie Shelley. Revenons-y. ouais, Marie Shelley, parce que c'est la, c'est le début de la science-fiction. Alors moi, je suis pas du tout science-fiction, hein, mais vraiment pas du tout. Mais je trouve que c'est d'une modernité absolue et c'est un livre sur qui est le monstre. Donc on est encore sur du jugement. Est-ce que c'est celui qui se prend pour Dieu et qui crée la bête? Ou est-ce que c'est oh super et où est-ce que c'est ou est-ce que c'est le monstre en tant que tel qui tue mais qui est charmant en fait tant qu'on ne le voit pas et qui pourtant charrie derrière lui la mort parce que les gens ne l'acceptent pas comme il est. Donc c'est vraiment une réflexion sur le qui est le monstre et ça et on en revient à cette histoire de création de. Moi, j'ai pas créé de monde, mais j'ai créé une marionnette, quoi. Voilà, donc Marie Shelley. Je vous le conseille, c'est super moderne, c'est super bien foutu, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Voilà, et je vous partage la dernière version chez Monsieur Toussaint Ouais. l'ouverture, qui est plutôt très belle, comme toujours dans cette maison. La deuxième question, c'est celle du personnage de fiction dans lequel vous auriez aimé vous transposer pendant 24 heures, et si vous auriez changé son destin. Alors, il y en a deux. J'ai le droit à deux? Oui, bien sûr, Adèle. Alors, le premier, c'est Indiana Jones. Voilà. Non, enfin, je voudrais être un mix entre Indiana Jones et Christiane Desroches-Noblecourt, qui est une très grande égyptologue, qui est décédée maintenant, mais qui est une toute petite bonne femme qui a géré le département d'égyptologie du Louvre, qui a sauvé le temple d'Abou Simbel entre 55 et 60, 1955 et 60. Voilà. Je voudrais être un mix des deux, mais pas 24 heures, hein. On est sur une bonne trentaine d'années, quoi, hein, vraiment. Donc ça, parce que Indiana Jones, c'est Spielberg, c'est Harrison Ford, c'est toute mon enfance. Voilà, et puis je voulais être archéologue quand j'étais petite, donc voilà, les deux me vont. Et sinon, je voudrais sauver euh, Santiago Nassar, qui est le héros du livre de Gabriel Garcia Marquez qui s'appelle Chronique d'une mort annoncée, que je vous conseille de lire, qui est un petit livre aussi. Euh, Garcia Marquez, qui est prix littérature de 1900, Nobel de littérature en 82, journaliste colombien. Et c'est un livre sur l'inéluctabilité, je ne sais même pas si on dit ça comme ça, de la mort de Santiago Nassar. C'est un livre que j'ai lu très très jeune parce que en fait je l'ai lu à 11 12 ans parce que mes parents l'avaient dans une armoire et j'ai été d'abord attirée par la couverture, pour tout vous dire. Et en fait, ça a été un déclic d'écriture. Je me suis dit, on a le droit d'écrire comme ça. Et donc, je voudrais sauver Santiago parce que Santiago se fait tuer et je voudrais, voilà, je voudrais le ressusciter aussi. Très bien. Si vous aviez d'ailleurs quelques minutes seul avec Polo aujourd'hui, que lui diriez-vous? Bon, c'est joli comme question. C'est une très jolie question, ça. Je lui dirais, t'auras d'autres boules d'élastique qui seront peut-être même un peu plus grosses que celles que tu as vécues, que tu as dans le ventre. Mais je peux t'assurer que ça va bien se passer. Voilà ce que je lui dirais. Et que, ouais, voilà, et que c'est tout. Je lui dirais ça. Et en effet, les élastiques, ça fait partie des métaphores, des très belles métaphores que vous mettez dans le roman. Et je vous laisse découvrir ça aussi parce qu'on va pas tout dire non plus dans ce roman. Il est court, donc on a Non, déjà beaucoup dit. Et je veux pas non plus voilà, trop déflorer sur ce qui se passe et la manière dont vous travaillez cette langue-là.
On en a déjà beaucoup trop dit peut-être. J'aimerais que on fasse une Non, petite photo de groupe. c'était parfait. Bon, si c'est parfait, ça va. On va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un deuxième passage. Adèle, voilà, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1, c'est parfait. Adèle, c'est à vous pour la lecture. Hmm. J'ai rassemblé les ciseaux. J'ai pris un morceau de bois. C'est pas un extrait que vous avez lu? Non, 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 c'est non, bon. non. C'est pas un extrait que vous avez lu? Non. Non. Bon, j'ai rassemblé les ciseaux, un morceau de bois, entré dans la matière. Au début, c'est pas facile, mais je me suis pas dégonflée. J'ai creusé petit à petit, j'ai pris mon temps, ça me calait, de tailler, de sculpter, de créer quelqu'un avec mes mains, avec mes bras. Je réfléchissais plus. La poisse dans mes entrailles s'endormait un peu, ça m'allait bien. J'ai commencé par les jambes et les pieds. Mais c'était pas des jambes qu'elle avait, c'était des poteaux. Je le sais parce qu'un jour, à la grillère, elle était en maillot de bain et c'était rectangulaire sous ses fesses. Alors j'ai fait deux trucs massifs qui se finissent par deux plateformes, des péniches, des pieds larges, tellement larges que ça déborde des chaussures. Elle avait toujours un petit boudin de peau qui se formait au niveau du cou de pied et ses orteils étaient tout comprimés en dedans des godasses. À force, il y en avait toujours un qui passait au-dessus d'un autre. Mémé, elle avait les orteils tressés, comme les cheveux de Sarah. Je devrais pas comparer parce que les pieds de mémé, ils me rebutaient, tout le contraire des cheveux de Sarah. Un jour, je les ai même reniflés, sans qu'elle le voie, ça sentait la pomme. Les pieds de mémé, ils sentaient pas la pomme. Je me suis toujours demandé comment, avec les extrémités qu'elle avait, mémé pouvait tenir à la verticale. La question se pose plus. Mémé est à l'horizontale désormais. J'ai retourné la silhouette en bas, je me suis attaquée à la tête, tout en rondeur. Mémé, elle avait une grosse tignasse épaisse en forme de nuage qui descendait un peu dans la nuque, avec une raie sur le côté, entourant un visage très large, sans cou, un peu comme les chevilles qu'elle n'avait pas. Cette tête était posée directement sur les épaules, que j'ai faites larges, tombantes sur des bras costauds. Mémé, elle avait des bras solides qui étaient faits pour porter des choses lourdes et encombrantes, comme moi. Elle était circulaire du haut, sans angle et sans coin. Je m'en suis rendu compte en la sculptant. J'avais été bête, j'avais pas pris le temps de la regarder. Je veux dire vraiment quand elle était là. Maintenant, c'était trop tard. Ça commençait à ressembler à quelque chose, du moins dans les formes et les proportions. J'ai posé les ciseaux, j'ai fait craquer mes doigts pour les détendre. J'étais loin d'avoir fini. Il fallait surtout pas que je gâche les seins de Mémé, parce que Mémé, elle avait des gros nichons. Ils pointaient pas devant, ils pointaient sur les côtés. Et c'était pas ce que vous croyez, hein, je matais pas Mémé, c'est juste que ça se voyait. Mais même elle le disait. Mes nichons, mon petit polo, ils disent merde à l'autre, comme les yeux de Jean-Paul Sartre. Je suis tombée sur une photo de Jean-Paul Sartre dans un livre. Elle avait raison, Mémé, hein. J'ai ri tout seul dans l'atelier de Pépé en pensant à Mémé qui disait ça. Ça paraît bizarre, mais les replopos de Mémé, ils étaient réconfortants. Quand elle faisait la tarte et qu'elle pelait les pommes, elle posait délicatement ses deux gros coussins bien moelleux sur la table. On aurait dit de la brioche, avec du rebond. Les seins de Sarah, ils sont différents. Je les ai jamais touchés, mais ils sont durs et fermes. Ça se voit à travers son pull. Je me suis demandé si les seins dégonflaient quand on était sous terre. J'imagine pas Mémé avec des raisins secs. Merci Adèle. Ouais, on voudrait, sincèrement, je pense que tous les lecteurs et lectrices qui sont là voudraient que vous lisiez le roman directement à leur oreille, mais À pendant tout le l'oreille. long. Voilà, pendant tout le long. C'est vrai que votre voix, Vraiment. elle est tellement incarnée par vos personnages à chaque fois que on a envie que vous lisiez continuellement. C'est Donc gentil. on va pas parler, on va pas parler de Sarah, cette amoureuse là, voilà, qui est en filigrane, en contre-champ la plupart du temps, dans les mauvais moments et parfois dans les bons, mais souvent dans les mauvais moments. Ça, on vous laissera le découvrir. On vous laissera aussi découvrir le Hum. syndrome du cœur brisé de ce grand-père, ce mutisme total qui va peut-être à un moment donné ne plus être mutisme. Bref, je vais conclure. Oui. Quand vous refermez Mimi en bois, la chambre ne se vide pas. La tarte aux pommes persiste comme une promesse récupérée. Le grand-père redevient paysage intime et constellation de gestes. Paul n'est plus seulement un garçon de 13 ans, il est une commotion qui a appris à se tenir. Le livre laisse, au seuil, un travail de réparation commencé et incomplet. C'est une littérature qui sait accepter l'inachevé. Elle nous rappelle que le récit ne guérit pas, mais qu'il enseigne à nommer. Elle nous montre comment des rituels minuscules peuvent tenir lieu de cathédrale, car Adèle Fugère ne promet pas des réponses, elle offre une table. Elle invite à s'asseoir et à ne pas fuir la solitude des vivants. Le silence qu'elle creuse est habité, pas déserté. Nous sortons du livre plus léger et plus chargé à la fois. Il y a dans ces pages
une forme de courage discret, celui d'énoncer sans complaisance. La poésie du quotidien y tient un rôle, comme une arme de précision. La langue affine notre attention au monde, et l'œuvre fait le pari que la littérature peut redonner un visage à la perte. Après la dernière phrase, il reste des gestes à apprendre, des mots à réapprendre. Le roman n'achève pas, il propose une série d'exercices pour le cœur. Il nous appartient de continuer ces exercices dans nos vies ordinaires, car si le livre a une résonance politique, elle tient dans l'attention aux fragilités sociales et familiales. Si le livre a une voix, elle est faite d'un murmure puissant. Lire Adèle Fugère, c'est accepter d'être guidé vers des zones d'ombre éclairées par la tendresse, car son deuxième roman confirme une trajectoire, l'enfance et l'adolescence, comme terrain d'expérimentation morale et linguistique. On quitte alors ce roman comme on quitte quelqu'un qui nous a appris quelque chose d'essentiel, sans savoir exactement quoi, mais avec la certitude que quelque chose en nous s'est déplacé doucement et durablement. Merci infiniment, Adèle Fugère, pour Vachement Mimi bien, en bois c'est vachement bien. aux éditions Bûcher-Chastel. Il est sorti il y a 2 jours et j'espère qu'il va Ouais. cartonner dans les librairies. Merci beaucoup, Adèle. Merci, 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 merci. Et pardon pour les coupures. Et C'est c'était pas grave. parfait. Merci pour cette conclusion, elle est sublime. Oh, ah, c'est sublime. Vous Merci, Adèle. devriez écrire. J'y pense, j'y pense. Merci. Merci, Adèle. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.